Tout le monde dans le milieu sait que Yelin Swan et moi, on a grandi ensemble. Une union parfaite et reconnue de tous. L'un est un expert en technologie de premier plan. L'autre, un génie de la gestion d'entreprise. Une alliance redoutable. Mais en ce moment même, je suis à moitié enterré dans la terre glaciale de la banlieue. Seule ma tête dépasse. L'odeur de la terre, mêlée à celle des racines pourries, m'oppresse la poitrine. Chaque respiration provoque une douleur lancinante dans mes poumons. Les phares de la voiture déchirent la nuit. Yelin Swan est assise au volant, le moteur rugit à contre-jour. Son visage est glacial. T'es complètement folle, Yelin Swan. Qu'est-ce que tu vas faire? Ma voix est déjà terrorisée à l'extrême. Alors, maintenant tu sais ce que c'est d'avoir peur? Elle baisse la vitre. Sa voix est calme, mais tranchante. Quand tu as supprimé le nom de Jeanne du brevet, pourquoi tu n'as pas pensé aux conséquences? Il était tellement hors de lui qu'il a failli se faire renverser. À peine a-t-elle fini de parler, qu'elle écrase l'accélérateur. Les pneus broient le gravier. La voiture fonce droit sur ma tête. Je reste figé. Le crissement des freins retentit au tout dernier moment. Mais l'énorme inertie fait quand même que l'avant de la voiture percute mon front. Une douleur aiguë explose. Du sang tiède jaillit de mon nez et de mes tempes, brouillant ma vue. L'odeur de la terre et l'odeur métallique du sang se mélangent. Et Yelin Swan descend de la voiture perchée sur ses talons. Elle s'arrête devant moi, se penche et filme mon visage, ensanglanté avec son téléphone glacial. Ensuite, elle appelle le comité d'évaluation. Sa voix est comme un couteau empoisonné, dit que tu es soudainement tombé malade et que tu cèdes volontairement le prix à Zhaoyan. Ma respiration s'arrête une seconde. 5 ans. Plus de 1800 jours et nuits. C'est avec tous mes efforts et mon dévouement que j'ai obtenu cette reconnaissance. J'ai maintenu l'entreprise à son niveau actuel. Et Zhaoyan, ce bon à rien qui ne sait rien faire. Juste parce qu'il ressemble au frère mort de Yelizwan. Il est choyé par Yelizwan. De quel droit? Yelizwan voit mon ressentiment. Un sourire cruel se dessine sur ses lèvres rouges. Avec ta sœur, maintenant suspendue au-dessus de la cuve de cire. Yelizwan fait glisser l'écran de son téléphone. Une image de vidéosurveillance en temps réel apparaît. Une usine de cire abandonnée. Une grue rouillée retient la petite. Jeuxixia, en dessous, la cire bouillante bouillonne. La chaleur déforme l'objectif. Jeuxixia, 19 ans, pleure à fendre l'âme. Yelin Swan, c'est elle. Dixia, celle que tu as juré, devant la tombe de ma mère, de traiter comme ta propre petite sœur. Mes yeux sortent de leurs orbites. Je me débat avec l'énergie du désespoir, mais la terre m'écrase encore plus. Alors, sois obéissant. Elle plaque le téléphone contre mon oreille. Ensanglantée. Son ton est doux, mais implacable. Appel. La voix du président du comité retentit. Monsieur Géo, votre santé. Je ferme les yeux. J'avale ce goût de sang. Chaque mot que je prononce est teinté de sang. Je renonce au prix. Je le cède à Zhaoyan. Et je raccroche. La glace sur le visage de Yelin. Rohan fond, laissant place à un sourire sincère. Elle essaie même d'essuyer le sang sur ma tempe. Mon mari, ne m'en veut pas d'être cruel, je n'ai qu'un seul frère. Yann a besoin de ce prix pour faire sa place. Tu es son aîné et son beau-frère, c'est tout naturel que tu lui cèdes ça. Je la fixe. Je fixe cette fille qui a grandi à l'orphelinat avec moi. Cette fille qui, quand j'avais de la fièvre, faisait le mur pour m'acheter des médicaments. Et qui me disait en pleurant. Jeuxixia est ma seule famille. Mais pour un autre homme, tu as mis des somnifères dans le lait. Tu nous as enterrés vivants et tu as suspendu ma sœur. Au-dessus d'une cuve de cire bouillante. Lâche-la, bordel, ma voix est rauque. Si tu t'entêtes, je la lâche. Yelin Swan regarde sa montre. J'en m'attends à la cérémonie. Je dois. À peine a-t-elle fini de parler, que l'image de surveillance tremble violemment. Sojan, devant la grue, trébuche et accroche le levier. La corde se déroule à toute vitesse. Non. Mon cri et le cri de ma sœur éclatent en même temps. Le réservoir de cire, bouillant englouti, instantanément. Le bras qui venait tout juste de recevoir sa lettre d'admission. La dernière image est celle de sa main tendue vers la caméra. Les doigts se figeant et se tordant dans la cire. Le monde plonge dans un silence absolu. Que s'est-il passé? Hurle Yelizwan au téléphone. Zhaoyan répond en larmes, grande sœur. Linswan ne l'a pas fait exprès. Le bouton est trop sensible. Moi, Yann, qu'est-ce qui t'arrive? N'aie pas peur. Et Linswan attrape sa veste. Court vers sa voiture et lâche. J'arrive. Tu es toute pâle. Tu as eu peur? Attends, ta grande sœur va t'emmener à l'hôpital. J'ai Linswan. Sauve-la. Je t'en supplie, sauve-la. Jeuxixia, hurlant comme une folle au fond du puits. De toutes les forces de mon corps. Des larmes mêlées de sang. Pas la peine de te mettre dans tous tes états. J'ai Linswan, au moment de tirer. La portière de la voiture s'arrête une seconde.
Elle est plus maigre que dans mes souvenirs. Mais son regard est toujours aussi perçant. Elle dégage maintenant une assurance implacable. Eokinsi, t'as pas fini de faire ton cinéma? Son ton est glacial. C'était juste pour te faire une petite peur. Mais là, c'est Jean qui est terrifié. Elle a une santé très fragile. Je dois y aller, maintenant. Elle claque violemment la portière. Le moteur rugit. La voiture s'éloigne dans un nuage de poussière. Les feux arrière rouges disparaissent dans l'obscurité, emportant avec eux la toute dernière lueur de mon monde. La morgue est glaciale, comme un congélateur. Sous le drap blanc, la jeune fille, si pleine de vie, n'est plus qu'une coquille froide. À l'instant même où le drap blanc la recouvre, j'entends le bruit de mon propre cœur se briser en 1000 morceaux. Je m'effondre à genoux près du lit, et je pleure à m'en déchirer l'âme. Les mots du médecin annonçant son état critique sont la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je me lève brusquement et je frappe le mur glacial à coups de poing. Encore et encore. Mes jointures craquent. La peau s'ouvre, le sang coule, mais je ne ressens aucune douleur. C'est le seul moyen de contenir tout ça. Après avoir épuisé ma toute dernière goutte de force, je compose en tremblant un numéro international. Le système S9 de Saint-Cy. L'ensemble complet de la technologie de base et des brevets. Je peux te le vendre. Ma voix est rauque, mais elle transmet un calme glacial. Je n'ai qu'une seule condition. Que Yelin Swan et Zhu Yangpei pour ce qu'ils ont fait. Dès que je raccroche, l'écran s'illumine avec une icône familière. Sous la lumière blafarde de la morgue, c'est particulièrement aveuglant. La voix de Yelin Swan résonne avec son ton autoritaire habituel, et un rictus de colère. Eokinsi, la cérémonie de remise des prix n'est pas terminée. Les médias veulent faire une interview sur les détails du projet. Tu dois venir nous aider. Yelin Swan. Viens sur place tout de suite. Yelin Swan connaît très bien mon entêtement. Très tôt, elle a envoyé des gardes du corps pour m'emmener de force sur les lieux. Sur scène, les projecteurs éclairent Julian. Il tient le trophée, euphorique et fier, profitant des applaudissements et de l'admiration de tout le public. Yelin Swan, ma femme depuis 8 ans, qui s'apprête à devenir la présidente à ce moment-là, agit comme une adolescente amoureuse. Elle monte sur scène avec un bouquet de fleurs et ajuste la cravate de Zhu Yang avec grand soin. Ses doigts s'attardent, son sourire est léger. Cette scène me transperce les yeux comme un fer rouge. En 8 ans de mariage, je n'ai jamais eu droit à une telle tendresse. Une fois, j'avais fait exprès de tordre ma cravate pour lui demander de l'aide. Mais tout ce que j'ai récolté en retour, ce sont des reproches impatients et un ton glacial, qui se superposent à la tendresse que j'ai sous les yeux, me déchirant le cœur jusqu'à le faire saigner. Soudain, un journaliste dans le public se lève et demande « Monsieur Julian, le système S9 de la nouvelle ère. Tous les résultats centraux proviennent de Georgetown. Êtes-vous impliqué dans un plagiat ?» Toute la salle est en ébullition. Le visage de Zhu Yan blêmit instantanément. Yelin Swan lui arrache le micro et me fixe du regard. Lourde menace. « Il n'y a aucun plagiat », dit-elle d'une voix claire et tranchante. Le 15S9 a été conçu dans sa totalité par Zhu Yan, de manière indépendante. J'ai eu qu'un C. N'a effectué que des tâches d'assistance basique. Mon corps tout entier se met à trembler violemment. Je lève les yeux vers elle. Mais je n'y trouve pas la moindre trace de plaisanterie ou de résignation. Son regard reste constamment posé sur Zhu Yan, débordant de protection et de réconfort. 5 années d'efforts acharnés, d'innombrables nuits blanches. Le fruit de mon travail, que je considérais comme ma propre vie, est balayé par elle, dans l'indifférence la plus totale, et entièrement attribué à un autre. Les applaudissements retentissent à nouveau, mais j'ai l'air d'un clown, planté là, en bas de la scène. Lors de l'interview qui a suivi, on m'invite à monter sur scène, étroitement escorté par des gardes du corps. Sous le regard glacial de Yelin Swan, je réponds de façon mécanique, tel un robot. Après l'événement, dans le couloir désert, Yelin Swan s'approche de moi, son ton est inhabituellement doux. Mon mari, j'ai appris pour Zixia, qu'elle repose en paix. Mon cœur tressaille légèrement, croyant qu'elle se souvient encore de notre amour passé, mais à la seconde suivante. Elle a été torturée et assassinée. C'est Zhu Jian l'assassin. Je veux me venger. Je veux qu'il paie de sa vie. La chaleur sur le visage de Yelin Swan s'évapore complètement, retrouvant toute sa froideur. Zhu Jian, ne sois pas naïf. Dans toute la ville de Xiangshan, personne n'osera prendre ton affaire. Personne n'ose toucher à mes hommes. Elle marque une pause, et appuie sur mon ultime point faible. Tu veux toujours que le corps de ta sœur repose en paix, n'est-ce pas? Juste au moment où elle finit de parler, un appel de l'infirmier de l'hôpital arrive, le corps de Zixia a été emmené de force.
Je me fige, une douleur aiguë draine toutes mes forces. Pour que ma sœur puisse reposer en paix. Je ravale toute ma tristesse, mon indignation, et je force un d'accord. Yelin Swan sourit, satisfaite. Que Jian t'aide à organiser les funérailles, que ça lui serve d'excuse. Le jour des funérailles, la pluie tombait à torrent. Peu de personnes sont venues lui faire leurs adieux, seuls quelques vieux amis sont arrivés sous la tempête. Pendant la cérémonie, soudain, est apparue sur le grand écran une vidéo de surveillance montrant l'aspect terrifiant de Géosixia, suppliant à genoux, poussant des cris désespérés alors qu'elle était suspendue à une grue, et, finalement, la scène tragique de sa chute dans une cuve de cire. Je me suis effondré en hurlant. Je voulais éteindre l'écran pour préserver la dernière dignité de ma sœur. Mais Ouyan s'est avancé, feignant l'innocence. Il a dit qu'il s'était trompé de clé USB, et qu'il ne l'avait pas fait exprès. Yelin Swan, non seulement ne l'a pas réprimandé, mais l'a serré tendrement dans ses bras et l'a consolé doucement. Le défi dans le regard de Ouyan a complètement détruit ma raison. Les yeux injectés de sang, je me suis jeté sur lui. Mais Ouyan s'est laissé délibérément tomber en arrière, se cognant la tête contre le sol et se mettant à saigner. Yelin Swan a poussé un cri déchirant, les yeux remplis de fureur, tout en soutenant Ouyan. Elle a ordonné d'une voix sévère d'annuler les funérailles et que tout le monde parte. Sur le champ, je me suis accroché de toutes mes forces à l'urne funéraire, mais Yelin Swan a ordonné aux gardes du corps de me faire entendre raison. Puis elle est partie en portant Ouyan dans ses bras. Sous la pluie torrentielle, les gardes du corps m'ont maîtrisé et ont frappé l'urne d'un coup de pied. Les cendres blanches se sont répandues, emportées instantanément par la pluie et mêlées à la boue. Non. Je suis tombé à genoux, le cœur brisé, rampant en vain sur l'eau. La pluie boueuse et les larmes ont effacé le monde entier. Agenouillé sous la pluie, l'urne vide entre mes bras. Je ressemblais à une statue de pierre sans vie. Cette nuit-là, j'ai eu une forte fièvre et j'ai perdu connaissance. Dans mes rêves, il n'y avait que les doux souvenirs de l'orphelinat. À mon réveil, Yelin Swan m'a traîné dans les escaliers, jusqu'en bas, et m'a jeté violemment sur le sol du salon, à genoux. Et excuse-toi auprès d'eux, Jean, a lancé Yelin Swan d'une voix glaciale. Jean a une forte fièvre à cause de la frayeur que tu lui as causée. Je l'ai veillé toute la nuit, et malgré ça, il a pris ta défense. Sa voix tremblait. Tu es resté dans sa chambre toute la nuit, a dit Yelin Swan sans le moindre remords. C'est mon frère. M'occuper de lui est mon devoir. Ouyan, au moment opportun, a feint la faiblesse et a hypocritement pris ma défense. Ça n'a fait qu'attendrir Yelin Swan encore plus à son égard. Yelin Swan s'est retourné et m'a ordonné. Va préparer une soupe réconfortante pour Jean, en guise d'excuse. Je me suis vaguement rappelé l'époque où nous étions de jeunes mariés. Comment elle prenait soin de mes mains. Elle ne me laissait pas entrer dans la cuisine, ni m'approcher du feu. Et maintenant, pour un autre. Elle brisait elle-même cette douce interdiction du passé. Je suis entré en silence dans la cuisine. La vapeur m'a brûlé le dos de la main, y laissant des cloques. Mais cette douleur cuisante n'était même pas le millième de celle que je ressentais dans ma poitrine. Je suis ressorti avec la soupe. Yelin Swan n'avait Dieu que pour Ouyan. Elle a pris la soupe, a soufflé doucement pour la refroidir, puis l'a portée, elle-même, aux lèvres de Ouyan. Mais il a renversé le bol exprès, renversant le bouillon bouillant. Ça a éclaboussé mon avant-bras, qui a rougi et enflé, instantanément, en formant des cloques. Zo et Jean, en revanche, a pleuré et hurlé de douleur. Yelin Swan a complètement ignoré ma blessure et s'est consacrée à consoler Zhao Yan. Puis, le visage glacial, elle a ordonné. Maintenez-le. Donnez-lui 20 gifles pour qu'il retienne la leçon. Les gardes du corps se sont approchés. Les gifles pleuvaient, l'une après l'autre. Pour que je retienne bien la leçon. Les gardes du corps se sont approchés. Les gifles pleuvaient, l'une après l'autre. La blessure sur ma tempe s'est rouverte. Du sang mousseux coulait au coin de mes lèvres. J'ai tout enduré, complètement engourdi, tandis que Yelin Swan me regardait avec une froide indifférence. Après les coups, il est parti en enlaçant Zhao Jian. À l'instant même où la porte s'est refermée. Mon cœur est mort pour de bon. Je suis retourné dans la chambre, et j'ai sorti une boîte de rangement recouverte de poussière. À l'intérieur, il y avait tous les souvenirs de notre passé. De vieilles photos de l'orphelinat. De petits objets qu'il m'avait offerts. Je les ai mis, un par un, dans un carton. Je l'ai emporté dans un coin du jardin, et je l'ai aspergé d'essence. J'y ai mis le feu. Les flammes ont jailli, consumant tout notre passé, et tout mon amour. J'ai sorti mon téléphone et j'ai demandé à mon avocat de rédiger l'accord de divorce. Juste au moment où je finissais ma valise, Yelin Swan a fait irruption dans la chambre et m'a violemment jeté à terre, m'accusant d'avoir empoisonné la soupe. Il hurlait que j'avais causé une allergie généralisée chez Ouyan, sans même me laisser le temps de m'expliquer.
Les gardes du corps ont apporté un bol de poudre orange. C'était de la poudre de mangue. J'y suis mortellement allergique. Autrefois, Yelin Swan avait juré qu'il ne me laisserait jamais cuisiner le moindre morceau de mangue. Et là, il ordonnait personnellement qu'on m'en verse de force dans la bouche. La réaction allergique s'est propagée dans tout mon corps. Ma peau me brûlait atrocement. Ma gorge s'est mise à enfler. Je me suis débattu, j'ai supplié qu'on m'aide, mais Yelin Swan me regardait, impassible. Il disait que ce n'était que de la poudre colorante, que je paniquais pour rien. J'ai sombré dans un profond coma. À mon réveil, j'étais à l'hôpital. Yelin Swan a simulé des remords, en mentant, affirmant qu'il avait pris ça par erreur. Mais dès qu'il s'est retourné, il a sorti des documents et m'a forcé à lui transférer les brevets, les accès et les parts à Zhao Yan. Je l'ai regardé, et je n'ai ressenti qu'une distance absolue. J'ai accepté le transfert. Et dans la foulée, je lui ai tendu les papiers du divorce. Yelin Swan les a signés sans même y jeter un œil. Elle ne pensait qu'à une chose, me forcer à céder mes parts. J'ai tracé mon nom, lettre après lettre. Yelin Swan, tu vas le regretter. Le lendemain, c'était notre 5e anniversaire de mariage. Yelin Swan est venue me chercher à l'hôpital. Elle m'a offert une montre. Son ton était inhabituellement doux. Elle m'a dit qu'à partir de maintenant, on allait vivre heureux. Mais juste après mon départ, Zhouyan m'a envoyé un message. Cette montre est un simple cadeau promotionnel. Sa sœur a trouvé ça trop nul et te l'a refilé. Et en plus, il y avait tout un tas de photos intimes en pièces jointes. Mon cœur s'est complètement glacé. Au restaurant pour fêter ça, Zhouyan était là. Yelin Swan l'a mentionné l'air de rien, disant qu'il avait aidé pour la déco et qu'il ne comptait pas pour des prunes. Pendant tout le repas, elle était aux petits soins pour Zhouyan, sans m'accorder le moindre regard. Au moment de nous lever de table, un lustre en cristal s'est soudainement décroché. Yelin Swan m'a violemment repoussé pour protéger farouchement Zhao Yan, et moi, je me suis effondré par terre. Le sang coulait de mon bras et de mon front. Yelin Swan s'est précipité pour examiner Zhao Yan, ignorant complètement mes blessures, allant même jusqu'à dire que Zhouyan était fragile. Elle l'a pris dans ses bras et a filé, me laissant là, tout seul, au milieu des débris. J'ai souri, tout en éclatant en sanglots. Le soir du gala annuel de l'entreprise, Yelin Swan est arrivée au bras de Zhouyan. Devant tout le monde, elle réajustait ses vêtements. Son regard si tendre blessait tout le monde. Mon avocat m'a alors envoyé un message. Les papiers du divorce sont enfin prêts. À cet instant précis, Yelin Swan est montée sur scène et a fait une annonce. Elle nommait Zhao Yang, vice-président de la boîte, et elle lui a glissé un anneau, sur mesure au doigt, m'expulsant complètement. J'applaudis calmement, je me retourne, et je sors avec sérénité. Dans le parking, Zhouyan sort derrière moi pour me provoquer. Il se proclame lui-même l'homme qu'il faut pour Yelin Swan. Je ne lui prête aucune attention, mais Zhouyan se jette délibérément sur le capot de la voiture, faisant semblant d'être renversé. Yelin Swan arrive en trombe, alerté, les yeux remplis de rage. Sans chercher à comprendre qui a tort ou a raison, il m'accuse. Il ordonne aux gardes du corps de m'immobiliser, s'installe sur le siège du conducteur, et accélère dans ma direction. Après le choc d'une violence inouïe, je suis projeté en l'air, tous mes os volent en éclats. Avant de sombrer dans les ténèbres, j'aperçois le sourire triomphant de Zhouyan. À mon réveil, je suis dans une chambre d'hôpital. Il n'y a personne à mes côtés. L'infirmière me dit que Yelin Swan n'est jamais venue. Sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, Yelin Swan accompagne Zhouyan pour des vacances sur une île. Puis, il m'envoie un texto, m'ordonnant d'assister à la cérémonie de lancement du système, dans 3 jours, pour aider Zhouyan. Et ajoute qu'à partir de maintenant, on devrait bien vivre ensemble. Et que je devrais lui donner un enfant. En lisant ce message, je lâche un rire glacial. À ce stade, il croit encore que je vais courber les chines et accepter, que je vais leur ouvrir la voie, à lui et aux autres. Je prends appui, et je me lève. Je compose le numéro inconnu de la dernière fois. Ma voix est calme et imperturbable, viens me chercher. Maintenant. 1 heure plus tard, une voiture noire, silencieusement, quitte l'hôpital et prend la direction de l'aéroport. Dans la voiture, Eouquin ouvre l'ordinateur portable qu'elle a sur elle. Accède au réseau crypté, ses doigts volent littéralement sur le clavier. Elle se connecte à distance au serveur central de l'entreprise. Télécharge l'intégralité du code de l'architecture de base du Shinchi S9, les algorithmes fondamentaux et les données de test. Puis, elle ouvre un programme caché, nommé d'après sa propre date de naissance. Et il saisit la dernière série de commandes. À l'écran, un compte à rebours rouge se met à clignoter. 72 heures plus tard, tout le code et les données associées sur le serveur seront détruits et écrasés de façon irréversible. Une fois tout cela fait, il referme l'ordinateur, s'enfonce dans son siège et ferme les yeux. Au même moment, un colis est réceptionné et déposé
sur le bureau du directeur général, Yelin Swan. Le jour du lancement du Shinchi S9. La salle est pleine à craquer, pas un seul siège de libre. Yelin Swan porte un costume haute couture, un maquillage impeccable, et guide personnellement Zhu Yan jusqu'à la place d'honneur. Sur le visage de Zhu Yan se dessine une satisfaction contenue, comme s'il se voyait déjà au sommet de l'industrie, au moment où tous les regards sont braqués sur lui. Sans trop savoir pourquoi, Yelin Xuan ressent une angoisse grandissante. Sa paupière droite tremble sans arrêt. Il regarde autour de lui. La personne qui devrait absolument être là, celle qui garantit que tout se passe bien, n'est visible nulle part. Directeur YE. Nous n'arrivons toujours pas à joindre Geo Quincy. Son assistant s'approche à nouveau et l'informe à voix basse, le front perlé de sueur. Yelin Xuan serre les poings et réprime cette inquiétude inexplicable. On n'attend plus. Toute la documentation est ici, avec Zhu Yan. C'est largement suffisant pour la présentation. Procédons comme prévu. L'alarme de Zhu Yan retentit soudainement et résonne dans toute la salle. Qu'est-ce qui se passe? Yelin Swan se lève d'un bond. Le chef technique, livide, court vers lui et lui dit d'une voix tremblante. Directeur YE. Le code central du serveur a subi une attaque inconnue. Il est massivement corrompu. Tous les véhicules en test sur le réseau ont perdu le contrôle. Ils ont déjà provoqué de multiples collisions. Le service de la circulation n'arrête pas d'appeler. La police est en route. Yelin Swan a soudain un voile noir devant les yeux et trébuche. L'assistant la rattrape de justesse. Puisque le code est détruit, activez le plan de secours. Lancez tout de suite le code de secours pour la récupération. Plusieurs ingénieurs en chef se regardent. Directrice YE. La version du code de secours est beaucoup trop vieille. Elle est bourrée de graves failles de sécurité. Forcer sa mise en ligne provoquerait une vraie catastrophe. À moins que la résidence Zoé ne puisse le réparer en un rien de temps. Tous les regards se tournent vers la scène, où il se tient, pétrifié. Zhu Yan, totalement désemparé. La salle est déjà plongée dans le chaos. Les journalistes s'agglutinent. Yelin Swan l'observe depuis le côté de la scène. Lui qui, face à l'urgence, ne fait que secouer la tête, complètement paniqué, sans avoir la moindre idée de quoi faire. Un code incompréhensible et aucune solution en vue. Pendant ce temps, Zhu Yan contemple le chaos ambiant. Et ses téléphones qui n'arrêtent pas de sonner pour exiger des comptes. Tout devient noir devant ses yeux. Sa voix est rauque et grave. Elle s'agrippe au bras de son assistant. Ses ongles s'enfonçant presque dans sa chair. Peu importe la méthode, peu importe le prix. Tout de suite. Ramenez-moi Geo Quincy, dans la seconde. La salle de conférence a viré au cauchemar. Yelin Swan, debout sur le côté de la scène, fixe Zhu Yan sous les projecteurs, perdu et hésitant. Et pour la première fois, elle réalise qu'elle a commis une erreur fatale. Mademoiselle YE. Le service de la circulation appelle encore. L'assistant, livide, tient le téléphone. Sur le 3e boulevard périphérique, un carambolage vient de se produire. Notre véhicule d'essai est déclaré 100% responsable. Éteignez cet écran géant. Arrêtez la démonstration. Yelin Swan donne ses ordres, en essayant de paraître calme. Mais un léger tremblement dans sa voix la trahit déjà. Trop tard. Sur les réseaux sociaux, le hashtag sur l'erreur critique du New S9 devient viral. En une demi-heure, il atteint la première place. Les vidéos de l'événement sont partagées en masse, avec des textes cinglants et « Cette technologie méprise la vie humaine ». L'image de génie de la PDG s'effondre. 2 jours plus tard, dans la salle de conseil du groupe YE, des deux côtés de la longue table, sont assis des cadres au visage sombre. Les actions ouvrent en chute libre. La valeur marchande s'est évaporée de 60 milliards. La voix du directeur financier résonne de façon stridente dans le silence. 3 partenaires ont déjà envoyé des lettres de résiliation. Et les banques commencent à faire pression pour les prêts. Un vieux cadre aux cheveux blancs frappe du poing sur la table. Directrice YE. Nous exigeons une explication et une solution. Tous les regards se tournent vers Yelin Xuan. Elle porte un tailleur noir. Son maquillage reste impeccable. Mais les cernes sombres sous ses yeux ne peuvent être cachées, même par le meilleur fond de teint. En 3 jours, elle a à peine dormi 10 heures. L'équipe technique travaille d'arrache-pied pour tout réparer. Réparer? Un autre cadre la coupe d'un ton sec. Réparer avec qui? Avec Zhu Yan? Lui qui ne comprend même pas le code de base? Un silence lourd remplit la salle. Nous avons besoin de Geo Quincy. Dit lentement le vieux cadre. Il dit ce que tout le monde pense. Lui seul peut régler ce désastre. Les doigts de Yelin Xuan se crispent sous la table. Je vais le contacter. Le vieux cadre la dévisage avec insistance. Peu importe la méthode. Peu importe le prix. Il faut le trouver.
Directrice YE, l'entreprise n'est pas votre jouet personnel. À la fin de la réunion, l'insuant retourne dans son bureau. Elle verrouille la porte. Elle se laisse tomber dans le fauteuil en cuir. Elle laisse enfin tomber tous ses masques. Sur l'écran de son téléphone, le numéro de Georgetown. Elle l'a composé des centaines de fois, il est toujours éteint. Le point d'exclamation rouge à côté des messages de WhatsApp lui brûle les yeux. Elle murmure à voix basse, avec un ton suppliant qu'elle ne remarque même pas elle-même. Sur la table basse, une enveloppe de coursier attire son attention. Elle se souvient que lorsqu'elle est rentrée à la maison, il y a 3 jours, elle était déjà là, silencieuse, comme pour la juger. À ce moment-là, elle était trop épuisée pour l'ouvrir, mais maintenant, un mauvais pressentiment s'empare d'elle. Yélin Swan se lève, s'approche de la table basse et prend l'enveloppe en papier. Craft toute simple. Sans aucune information sur l'expéditeur, seulement l'adresse imprimée du destinataire. Elle en déchire l'ouverture. Le premier document. Tombe, un certificat de divorce. La main de Yélin Swan tremble violemment. Les documents tombent par terre. Elle se penche pour les ramasser. La photo d'elle et de Hawkinsey est toujours là. Mais entre deux, a été frappé un froid cachet d'annulation. Le délai de réflexion est passé. Les deux parties ne se sont pas présentées. C'est considéré comme un divorce volontaire. Elle lit ces mots, chacun d'eux se plantant dans ses yeux. Comment est-ce possible? Elle n'a clairement pas signé. Soudain, un souvenir refait surface. Dans la chambre d'hôpital, elle lui a jeté l'accord de transfert d'action. Sans dire un mot, il l'a signé. Ensuite, elle lui a donné un autre document et il l'a signé sans même regarder. Alors, c'était l'accord de divorce. Donc, il avait déjà prévu de partir. À l'intérieur de l'enveloppe, il y a une deuxième chose, un rapport médical. Son rapport médical d'il y a 3 mois. De l'hôpital privé où il avait l'habitude d'aller. En tournant à la dernière page, le diagnostic. Dans la section de conclusion indique. Aucune lésion suspecte détectée. Une biopsie supplémentaire est recommandée. Sur le bord du rapport, il y a un post-it. Collé, avec une écriture. Si familière que ça lui fait mal aux yeux. Dernier avertissement, prends soin de toi. C'est l'écriture de Hawkinsey. Yélin Swan s'effondra par terre, sur le tapis. Le certificat de divorce et le rapport médical gisaient éparpillés à ses côtés. Elle s'agrippa les épaules et se mit à trembler de façon incontrôlable. Et Hawkinsey ne se souciait plus du tout d'elle. Le téléphone vibra. C'était un message de Jao. Yann. Grande sœur, tu n'es pas venue me voir depuis plusieurs jours. Coucou, j'ai tellement peur avec ces journalistes qui sont toujours en bas. Tu peux venir me tenir compagnie? Si elle avait vu un tel message avant, elle aurait tout plaqué pour y courir, mais là, Yélin Swan fixait l'écran. Pour la première fois, elle ne répondit pas. La pluie est tombée toute la nuit. Et Yélin Swan est restée assise sur le tapis toute la nuit. Jusqu'à ce que la lumière de l'aube ne filtre à travers les lattes des stores, éclairant avec une cruelle netteté le cachet d'annulation sur le certificat de divorce. Elle se releva lentement, les jambes engourdies, ne sentant presque plus rien. Elle entra dans la salle de bain. La personne dans le miroir semblait hagarde, méconnaissable. Les yeux rouges et gonflés, le maquillage coulait. En une seule nuit, elle semblait avoir vieilli de 10 ans. Yélin Swan, tu ne peux pas sombrer, se dit-elle à elle-même. Face au miroir, d'une voix rauque. L'entreprise a encore besoin de toi. Mais en prononçant ces mots, elle revit soudain les regards des gens au conseil d'administration. Ce n'était pas un besoin, c'était une demande de compte. Elle se lava le visage et se força à reprendre ses esprits. Le divorce était un fait accompli. La menace du cancer planait au-dessus de sa tête. Mais à ce moment-là, elle avait quelque chose de plus urgent à régler. Le téléphone a sonné. C'était l'hôpital. Madame YE, les résultats de votre biopsie sont prêts. Si cela vous convient, nous vous conseillons de venir à l'hôpital le plus vite possible. Yélin Swan a raccroché. Elle s'est levée en s'appuyant contre le mur, et a levé les yeux vers le ciel. Les sombres nuages s'étaient un peu dissipés, laissant entrevoir un petit bout de ciel pâle. Il faut bien affronter ce qui doit l'être. Que ce soit le cancer, ou le désastre qu'elle avait elle-même provoqué. 1 heure plus tard, dans le cabinet médical de l'hôpital, le médecin a pointé la tache sur le scanner, d'un ton grave. Madame YE, là. La biopsie confirme qu'il s'agit d'un cancer de l'estomac à un stade précoce. Heureusement, on l'a détecté à temps. Le taux de réussite de l'opération est élevé. Mais vous devez vous faire hospitaliser tout de suite pour faire un bilan. Un bilan préopératoire complet, et commencer le traitement. Quel est le taux de réussite de l'opération? A demandé Yélin Swan, calmement. Si on commence le traitement maintenant, le taux de survie à 5 ans dépasse les 80%. Mais si vous attendez, combien d'argent faut-il? Le médecin, surpris un instant, a répondu, l'opération
Plus le traitement qui suit, on estime ça à environ 500 000. C'est compris, a dit Yelin Swan en se levant. Je vais m'organiser le plus vite possible. En sortant de la consultation, elle s'est assise sur un banc dans le couloir de l'hôpital. Autour d'elle, des patients et leurs proches allaient et venaient. Certains pleuraient, d'autres priaient, d'autres encore semblaient insensibles. Yelin Swan a sorti le dossier médical de son sac et a regardé à nouveau le post-it que Ho Kin-si avait laissé. Dernier avertissement. Prends soin de toi. Alors, il le savait déjà. Alors qu'elle avait ignoré sa propre santé. Lui, il s'inquiétait encore pour elle. Et qu'est-ce qu'elle lui avait donné en retour? Des soupçons, des blessures, et, pour un autre homme, elle l'avait jeté dans l'abîme encore et encore. Je suis désolé, pardon, Zixia. Mais maintenant, à quoi bon dire ça? Elle ne savait pas combien de temps s'était écoulé. Elle essuya ses larmes et se releva. La femme dans le miroir avait les yeux gonflés et rouges. Mais dans son regard brillait une lueur de détermination. Elle sortit son téléphone et appela son assistant. Organise une conférence de presse pour demain matin. Je vais faire des excuses publiques. En plus, mobilise toutes nos ressources. Je veux retrouver Ho Kin-si. Peu importe le prix. À l'autre bout du fil, l'assistant hésita. Madame Y. Et concernant Monsieur Zhu, Yelin Swan garda le silence pendant 2 secondes. Ne lui dis rien pour le moment. La conférence de presse fut fixée à 10 h du matin. Le lendemain, dans la salle polyvalente du bâtiment central du groupe Y, avant 9 h. L'extérieur de la salle était déjà noir de journalistes. Caméras et micros braqués sur l'entrée. Tous voulaient capturer la première image de Yelin Swan, tombant de son piédestal. Dans la loge, la maquilleuse maquillait soigneusement Yelin Swan, essayant de masquer les traces de son épuisement. Madame Y, votre teint. La maquilleuse hésita. Continue, dit Yelin Swan, les yeux fermés, d'une voix sereine et sans émotion. À 9 h 50, l'assistant entra, l'air tendu. Madame Y, il y a plus de 300 médias dehors. Il y a aussi des représentants, des investisseurs et des familles des victimes de l'accident. Votre discours est prêt? Il est prêt. Mais Madame Y, le conseil d'administration dit que vous pouvez vous excuser, mais ne surtout pas admettre de défaut technique fondamental. Rejetez d'abord toute la faute sur Monsieur Zhu. Non, en aucun cas. Sinon la réputation de Jian sera complètement détruite. Yelin Swan l'interrompit. L'assistant lui tendit une tablette. Yelin Swan parcourut rapidement le communiqué. Soigneusement rédigé, qui éludait les responsabilités. Elle esquissa un sourire sarcastique et posa la tablette sur la table. Elle a sorti de son sac une note écrite à la main. Utilise ça, a-t-elle dit, et l'assistant l'a prise. Il n'a lu que quelques lignes et a pâli. Patronne. Madame Y, ça revient à assumer l'entière responsabilité. L'entreprise va faire face à des réclamations astronomiques. Et vous pourriez même être tenu pour responsable. À ce moment-là, un employé a tendu une autre tablette à l'assistant. Après y avoir jeté un coup d'œil, il a brusquement changé de couleur. Patronne, regardez. C'est la vidéo complète de l'accident de Jeu Tixia au musée de cire. Yelin Swan était sur le point de prendre la tablette, quand un autre employé est arrivé en la pressant. Elle a semblé ne pas bien entendre les mots de l'assistant, a retiré sa main et a déclaré d'un ton indifférent. Laisse la tablette sur mon bureau, je la regarderai plus tard. Va d'abord affronter les médias dehors. Et les familles. Contacte aussi le département technique. Je veux les journaux d'opération et les vidéos de surveillance du jour de la conférence. Tout de suite. L'assistant n'a pas osé en rajouter. Et il est parti à la hâte. Des preuves irréfutables. Le matin, sur les lieux de la conférence de Yelizwan, les flashs crépitaient comme un orage et les appareils photo cliquetaient sans arrêt. Elle portait une simple chemise blanche et un pantalon noir, sans bijoux. D'une telle sobriété, qu'elle semblait être une personne complètement différente de cette dirigeante, méticuleuse et féroce d'autrefois. Elle a d'abord assumé toute la responsabilité avec sincérité, puis a annoncé sa démission de son poste de présidente. La salle a immédiatement explosé dans un énorme vacarme. Ensuite, Yelizwan a haussé la voix pour couvrir le bruit, à titre personnel. Je supplie monsieur et Ho Kin-si de revenir. Lui seul peut vraiment résoudre ce problème technique. Afin d'éviter d'autres tragédies, les journalistes n'ont finalement pas pu se retenir et ont levé la main pour poser des questions. Patronne Y, si vous reconnaissez ce défaut technique, ça veut dire que monsieur Zhu n'a aucune capacité en recherche et développement. Quelle est votre relation avec monsieur Zhao Yan? Pourquoi avoir insisté pour qu'il dirige le projet principal? Est-ce que monsieur Ho Kin-si va revenir? Utilisez-vous
Vos sentiments du passé pour faire du chantage affectif? Et Lin Xuan n'a pas répondu aux questions concernant Zhao Yan. Elle a juste répété, ma seule demande pour le moment, c'est que monsieur et Kinsey reviennent. Lui seul peut sauver ce projet et éviter que d'autres familles ne soient brisées. La conférence s'est terminée brusquement. Lin Xuan est sortie à la hâte sous la protection de la sécurité, laissant derrière elle d'innombrables questions. De retour au bureau, le directeur technique l'attendait déjà, tout tremblant. Patron YE. Voici les journaux de bord du Baxta et les enregistrements du jour de la conférence. Il a posé une clé USB sur la table. Mais, certaines données ont peut-être été modifiées. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le directeur technique a baissé la voix. Le journal du système montre que le vice-président Zhu n'a effectué aucune manipulation réelle. Pendant la démonstration, tout le code de démo préétabli a été compilé à l'avance par l'ingénieur GEU. Le vice-président Zhuo s'est contenté de cliquer sur le bouton d'exécution. Et l'ingénieur Zhuo a pris la clé USB et l'a insérée dans l'ordinateur. Sur les images de surveillance de la scène, Zhuo Yan lisait machinalement un prompteur. En bas, l'équipe technique était totalement désorganisée quand l'alarme a sonné. Sa première réaction a été de regarder sur le côté de la scène, avec un regard rempli de panique et d'impuissance. Ce n'était absolument pas la réaction d'un responsable technique. Et le fichier journal était encore plus direct. Utilisateur Sojian, pendant la période critique. Le système d'exploitation a enregistré 0 activité. Il ne sait absolument rien faire, YE. Lin Xuan ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Mais ses lèvres tremblaient imperceptiblement. Sa voix chevrota, c'est impossible. Zhu Yan est un génie. Il a dit qu'il m'aiderait à développer l'entreprise. Quand elle rouvrit les yeux, son regard était empreint d'une profonde fatigue. Tu peux y aller. Ne dis à personne ce qui s'est passé aujourd'hui. Le directeur technique, comme s'il avait été gracié, sortit précipitamment. Le bureau se retrouva vide, avec seulement Lin Xuan. Elle allait prendre son café. Mais son regard se posa sur la tablette qui reposait silencieusement sur la table. Elle la prit et ouvrit sa boîte mail. Parmi la montagne de mails de gestion de crise, il y en avait un. Anonyme, avec un titre. Accrocheur. L'expéditeur n'était qu'une suite de codes illisibles. L'objet ne contenait que 2 mots, la vérité. Elle cliqua sur l'email. Il n'y avait pas de texte, juste un fichier audio, en pièces jointes et une vidéo. Elle les téléchargea et lança la lecture. Le bruit de fond ressemblait à celui d'un bar. Puis, la voix de Zhu Yan résonna, pleine d'ivresse et d'arrogance. Cette fille est vraiment morte de façon misérable. Quand elle est tombée dans le bassin de cire, elle a hurlé comme un cochon. Mais c'était déjà trop tard. Cette idiote de Lin Xuan est tellement facile à berner. J'ai dit que ce n'était pas intentionnel. Et elle y a vraiment cru. Une autre voix masculine s'éleva, mon frère. Anne, tu n'as pas peur que GEU Kinsey se venge? Le rire de Sojian éclata. Se venger? C'est devenu un chien errant maintenant. Et puis, avec Lin Xuan pour me protéger, qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Cette femme, même si elle a l'air maligne, c'est en fait une vraie cervelle d'oiseau aveuglée par l'amour. Je fais un peu pitié et le tour est joué. J'ai déjà tout nettoyé sans laisser de traces, il ne reste que la copie que Lin Xuan possède. Elle m'aime tellement, comment oserait-elle s'en servir comme preuve? Ça se trouve, elle l'a même déjà supprimée. L'audio se coupa à cet instant. Sa main, tremblante, plana au-dessus de la vidéo, pendant un long moment, avant qu'elle ne rassemble le courage de la lancer. Les supplications déchirantes de Jetizia, les mots venimeux de Sojian. C'est un choc, un désastre soudain. Comme des mains qui lui enserrent la gorge sans pitié. Cette sensation d'asphyxie lui fait vraiment ressentir la peur de mourir. Alors, ce que aucun s'y a dit tout à l'heure, sur le fait que Zhu Yan torturait Otixia à mort, c'était vrai. Lin Xuan, assise devant son ordinateur, sent un froid glacial l'envahir tout entière. Elle se souvient de ce jour, au musée de cire. Elle se rappelle l'angoisse qu'elle a ressentie en recevant l'appel de Zoé. Yan, elle se souvient d'avoir abandonné Kinsey, enterré vivant, et de s'être éloignée sans un regard en arrière. Elle se souvient qu'elle n'a même pas vérifié personnellement la mort de sa sœur, et qu'elle a cru, à cette excuse, que la température de la cire n'était pas si élevée. En fin de compte, elle s'est menti à elle-même depuis le début. Elle se couvre le visage et pleure à chaudes larmes. Mon chéri, je me suis trompée, je t'en supplie, reviens. Après un long moment, elle essuie ses larmes et demande à son assistant d'engager un détective privé pour découvrir ce qui s'est passé récemment. Cela ne lui prend qu'une petite heure. L'assistant lui transfère par email tout ce que le détective privé a découvert. Lin Xuan pensait que les crimes de Zhu Yan se limitaient à une simple négligence criminelle au musée de cire. Mais en ouvrant le PDF de plusieurs centaines de pages, son cœur s'arrête net.
Chacun des faits, chacune de ses actions, sont une insulte à son indulgence et à sa confiance aveugle. Son téléphone se met à vibrer, c'est un appel de Zhu Yan. Sur l'écran clignotent ces mots. Petit frère, qui lui semble maintenant si ironique. Yelin Swan fixe ce nom du regard, jusqu'à ce que la sonnerie s'arrête. Puis, elle se lève, prend son manteau et ses clés de voiture. Elle part retrouver Zhao Yan pour régler ça une bonne fois pour toutes. Zhao Yan vit dans ce luxueux appartement que Yelin Swan lui a acheté, dans le quartier le plus cher des berges du fleuve, à Yanshen. Yelin Swan a le badge d'accès et les clés. Mais elle n'est jamais venue seule aussi tard dans la nuit. L'ascenseur monte en silence. Et le miroir mural reflète son visage pâle. Elle regarde cette étrangère qui n'est autre qu'elle-même. Et se souvient de la première fois qu'elle a amené Zoé Jian voir l'appartement. À l'époque, elle avait dit « Grande sœur, c'est beaucoup trop cher, je ne peux pas me le permettre. » Elle lui avait ébouriffé les cheveux en riant « Petite idiote, ce qui est à moi est à toi. C'est tellement ridicule. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Le couloir est recouvert d'une épaisse moquette, qui étouffe complètement les bruits de pas. Yelin Swan s'avance jusqu'à la porte 28006. Elle ne sonne pas. Elle ouvre directement avec la clé. Dans le salon, seule une lampe sur pied est allumée. Zoé Yan, en peignoir, est assise sur le canapé, en train de jouer à la console. Sur la table basse, il y a des canettes de bière et des boîtes de plats à emporter. En voyant Yelin Swan entrer, elle se fige un instant, puis affiche son sourire habituel de petite fille sage. Grande sœur, comment ça se fait que tu sois là? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? C'est tout en bazar. C'est toi qui as effacé les enregistrements de sécurité? Demande Yelin Swan de but en blanc. Sa voix est d'un calme terrifiant. Le sourire de Zhu Yan se fige sur son visage. Elle pose la manette de la console et se lève. Grande sœur, de quoi tu parles? Ce n'était pas un accident, l'autre jour? Et l'urne, c'est toi qui as ordonné qu'on la piétine, pas vrai? Yelin Swan fait un pas en avant. J'ai déjà tout découvert. L'air se glace pendant quelques secondes. Puis, l'expression innocente sur le visage de Zhu Yan se fissure et tombe comme un masque. Petit à petit, elle se redresse. Son attitude fragile habituelle disparaît, remplacée par une arrogance presque désinvolte. Oh, tu l'as découvert. Elle hausse les épaules, marche vers le meuble bar et se sert un whisky. Plus lentement que ce que j'espérais. Yelin Swan la voit ainsi et sent à nouveau son estomac se nouer. Pourquoi? Pourquoi? Zoé Yan lâche un petit rire méprisant et se retourne. Eh bien, parce que c'est amusant de voir la grande directrice Y agir comme une idiote. Danser au rythme que je lui impose. Voir un prodige comme EO15, noyé dans la boue. Vraiment très intéressant. Il prend une gorgée de son verre et continue. Quant à Eozixia, eh bien, elle s'est mise en travers de mon chemin. Si elle n'était pas morte, comment Géo15 aurait-il pu te détester à ce point? Comment aurais-tu pu investir toutes tes ressources sur moi? Chaque mot est comme un couteau empoisonné qui se plante en plein cœur de Yelin Swan. Elle tremble de tout son corps. Alors, depuis le début, tu ne faisais que m'utiliser. T'utiliser? Zhu Yan lève un sourcil de façon exagérée. Ne dis pas des choses aussi laides. C'est du donnant-donnant. Tu avais besoin d'un petit frère pour combler ce vide dans ton cœur. Et moi, j'avais besoin d'un tremplin pour monter au sommet. Un marché équitable, non? Il s'approche de Yelin Swan, étend la main pour lui caresser le visage. Mais Yelin Swan repousse sa main avec force. Ne me touche pas. Yelin Swan le fixe du regard, découvrant enfin la véritable nature qui se cachait sous ce masque. L'avidité, la méchanceté, sans le moindre scrupule. Tu vas très mal finir. Elle entend sa propre voix, froide comme la glace. Comme pour lui porter le coup de grâce. Zhu Yan lève un sourcil. Directrice YE. Arrête de résister, ton entreprise est sur le point de faire faillite. Et aucun s'y ne veut plus de toi. Tes parents. Il fait une pause, délibérée, affichant un sourire lourd de sous-entendu. Ah, c'est vrai, tu ne le sais pas encore. Tes parents sont venus me voir avant-hier. Ils ont dit qu'ils voulaient coopérer avec moi pour te dépouiller jusqu'au dernier centime. Quels parents adorables, n'est-ce pas? Les pupilles de Yelin Swan se rétractent. Ah, Zhao Yan sort son téléphone et lance un enregistrement. On y entend la voix mielleuse de la mère de Yelin Swan. Cette gamine, l'insuant. Elle n'y pige rien, mais nous, on te fait confiance. Tant que tu acceptes de nous filer 30% plus tard, on te donnera le code du coffre fort et le seau de secours. L'enregistrement tournait toujours, mais Yelin Swan n'arrivait plus à entendre clairement. Le monde tournait autour de lui, et un sifflement aigu a résonné. Il s'est agrippé au dossier du canapé pour rester debout. Zhu Yan a coupé l'enregistrement, avec un sourire éclatant. J'ai entendu dire que tu étais en train de crever. Si tu dois mourir, casse-toi loin d'ici.
Arrête de me polluer la vue. Cette dernière phrase a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Yelin Swan s'est soudainement jeté sur lui, en attrapant le cou de Zhao Yan à deux mains. Je vais te tuer. Mais il était beaucoup trop faible. Zhao Yan s'est dégagé sans aucun effort et l'a repoussé violemment. Yelin Swan a basculé en arrière, son dos heurtant violemment le coin de la table basse. Une douleur fulgurante l'a envahi sur le cou. Il s'est effondré par terre, regardant Zhao Yan réajuster son peignoir. Qu'est-ce qu'il fait pitié à voir. Il a secoué la tête, le ton chargé de mépris. Si tu savais que ça finirait comme ça, pourquoi avoir fait tout ça? Si tu avais sagement joué mon distributeur de billets, on n'en serait pas arrivé là. Il l'a poussé de force vers la porte avec une expression de dégoût. Cet appartement est à moi, maintenant. Dégage. La porte a claqué violemment, et Yelin Swan gisait sur le sol glacial du couloir. Les larmes ont finalement coulé de manière incontrôlable, mais il n'a pas pleuré à voix haute. Il pleurait juste en silence, laissant le désespoir l'engloutir comme une marée. Il ne savait pas combien de temps s'était écoulé. Il a réussi à se lever avec peine, et il s'est éloigné de l'appartement en boitant. Pendant que l'ascenseur descendait, il regardait les numéros des étages défiler. Soudain, il s'est souvenu d'il y a de nombreuses années, quand Eukins lui avait dit « Lin Swan, quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés ». À cette époque-là, il a répondu en souriant « Je n'ai pas besoin de ta protection ». Maintenant, elle comprenait enfin le poids de ses mots. Et elle comprenait aussi ce qu'elle avait perdu. En sortant du bâtiment, la nuit était glaciale. Yelin Swan a levé les yeux vers la fenêtre du 2806. La lumière était encore allumée. Elle a sorti son téléphone et a appelé la police. Elle allait dénoncer Zhao Yan pour tentative de meurtre, fraude commerciale et extorsion. Elle allait fournir les preuves. Après avoir raccroché, elle a effacé de son téléphone toutes les photos, les discussions et les contacts liés à Zhao Yan. Puis, elle l'a complètement bloqué. Ses doigts ont glissé sur l'album photo et se sont arrêtés sur une image. C'était la toute dernière photo qu'elle avait avec Eukins. La date indiquait qu'elle remontait à 3 ans. On aurait dit que, depuis l'apparition de Zhao Yan, ils n'avaient plus jamais pris de photos ensemble. L'album était rempli de Zhao Yan. En regardant cette photo, ses yeux se sont embués de larmes. Et elle a fini par s'effondrer, pleurant à chaudes larmes. Centre de convention Moscone San Francisco. Le hall principal, d'une capacité de 5000 personnes, était bondé jusqu'aux allées et au fond de la salle, avec des gens debout de partout. L'air était imprégné d'une attente presque fanatique. Tout le monde savait qu'aujourd'hui, ils seraient les témoins de l'histoire. Dans les loges, à l'arrière, Eukins revoyait sa présentation pour la toute dernière fois. Il portait un costume gris foncé parfaitement coupé, sans cravate, avec le col de sa chemise ouvert de façon décontractée. L'homme dans le miroir avait un visage fin, le regard profond, la cicatrice courbée sur son front, loin d'atténuer son charme, lui ajoutait une touche de profondeur, marquée par les épreuves de la vie. Tu stresses un peu. Une voix féminine a résonné derrière lui. Soning y est entrée avec 2 tasses de café. Elle portait un tailleur pantalon blanc impeccable, avec ses cheveux ramenés en une simple queue de cheval basse. Elle était l'héritière de la 3e génération du groupe Son, et la plus importante partenaire internationale de Eukins. Rien à voir avec ces rumeurs de romance un peu, répondit sincèrement Eukins en buvant son café. Tu mérites tout ça, a souri Soning. Il y a 3 ans, quand tu m'as montré ce prototype grossier dans ce garage de Silicon Valley, j'ai su que tu allais changer le monde. Eukins répondit, en se remémorant cette fameuse nuit d'il y a 3 ans, traînant sa propre valise. Il se trouvait dans les rues de San Francisco, sans un sou, avec seulement un ordinateur portable et le cœur rempli de désespoir. C'est Sonic qui l'a trouvé, ou plutôt, qui a découvert son talent. Le moment est venu. Le personnel frappa à la porte pour le lui rappeler. Eukins prit une grande inspiration et avala son café d'un trait. Lorsqu'il monta sur scène, un tonnerre d'applaudissements éclata dans toute la salle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le grand écran s'illumina, divisant l'image en 2 moitiés. À gauche, une circulation urbaine complètement bouchée et des routes pleines d'accidents. À droite, un espace vide. Sa voix, claire et sereine, résonna dans toute la salle à travers les haut-parleurs. Il y a 3 ans, j'ai participé au développement d'un système de conduite intelligente. Ça aurait dû rendre les routes beaucoup plus sûres. Mais pour diverses raisons, c'est devenu la source d'un véritable désastre. Le ton de Zhao 15 était calme, mais ceux qui connaissaient son histoire dans le public pouvaient sentir la noirceur cachée derrière cette sérénité. Depuis ce jour-là, je n'ai pas arrêté de réfléchir à une question. Quand la technologie trahit son but originel, que devons-nous faire? Il appuya sur la télécommande. Dans l'espace vide à droite, commencèrent à s'afficher des lignes de code. La réponse, c'est de tout recommencer à zéro.
Pendant les 45 minutes qui suivirent, Hawkins a montré au monde entier le nouveau S10. Une architecture totalement inédite. Et des algorithmes carrément révolutionnaires. Une conception de redondance de sécurité sans précédent. Lors de la démonstration, quand les véhicules simulés roulaient avec une stabilité parfaite même dans des conditions extrêmes, on a pu entendre des exclamations de stupeur dans le public, mais le plus impressionnant, c'était la démonstration en direct. L'écran géant s'est connecté à 300 km de là, pour une diffusion en direct depuis un terrain d'essai dans le désert. 20 véhicules équipés du système S, dont 10 sans aucun contrôle humain, ont accompli une série de manœuvres de conduite ultra complexes. Conduite en formation, évitement d'obstacles en urgence, réaction face à des conditions météo extrêmes. Toute une série d'épreuves de haute difficulté. 0 erreur à la fin de la démonstration. Tout le public s'est levé pour applaudir. Les applaudissements ont duré exactement 3 minutes. Puis est venue la séance de questions des médias. Monsieur, le système S9, lancé précédemment par le groupe Yes, partage des similitudes dans son nom et dans certains concepts de conception avec votre système. Y a-t-il un lien entre les deux? La question était très incisive. Mais Georgetown, oui, il y était déjà préparé. Le S10 a été développé de manière totalement indépendante, aussi bien sur le plan technique qu'humain. Des murmures ont parcouru le public. Tout le monde a capté le message caché. Que pensez-vous de la situation actuelle du groupe Yes? Les rumeurs disent qu'ils font tout leur possible pour que vous reveniez les sauver. Georgina y a gardé le silence quelques secondes. Chacun doit assumer la responsabilité de ses propres décisions. Sa voix était très basse. Mais à travers le micro, elle est parvenue clairement aux oreilles de tous. Ce que je peux faire, c'est m'assurer que la tragédie ne se reproduise plus. La séance de questions s'est achevée dans une atmosphère subtile. Quand Hawkinsi est descendu de la scène, Sonagi l'attendait à l'entrée des coulisses. « Tu as super bien répondu », a dit Hawkinsi en secouant la tête. C'était juste la vérité. Et maintenant, la suite c'est quoi? Le dîner de célébration est à 7 heures, mais si tu es fatigué, je veux rester seul un moment. Sonic a hoché la tête avec compréhension, et lui a tapoté l'épaule. Vas-y, la voiture t'attend à la porte latérale. La berline noire s'est éloignée du centre de convention, se fondant dans la nuit de San Francisco. Géo Quincé s'est assis sur la banquette arrière, regardant les rues étincelantes, avec un sentiment de clôture sans précédent dans le cœur. Le téléphone a vibré. C'était un message de son assistant, Monsieur Géo. La demoiselle vous attend déjà dans le hall de l'hôtel. Ça fait déjà 4 heures. Dois-je m'arranger pour que vous passiez par une autre entrée? Et Hawkinsi a fixé le message, le doigt suspendu au-dessus de l'écran, pendant un long moment. Finalement, il a répondu. Non, je passerai par l'entrée principale. Il faut affronter ce qui doit l'être. Un jour plus tôt, à l'autre bout du monde, à Jianshan, dans une chambre individuelle de l'hôpital oncologique. Yelin Swan était adossée à la tête de lit, regardant la diffusion en direct sur sa tablette. Elle venait tout juste de se terminer. L'image s'est figée sur la silhouette de Hawkinsi descendant de la scène. L'écran s'est assombri, sans la moindre trace de nostalgie. Elle a tendu la main, le bout de ses doigts effleurant la silhouette sur l'écran. Mais juste avant de la toucher, elle l'a retirée. Des larmes ont coulé en silence. L'infirmière est entrée pour changer sa perfusion, et en voyant les traces de larmes sur son visage, elle lui a dit doucement, « Mademoiselle Y, vous ne devez pas vous contrarier autant. C'est mauvais pour votre santé. » Je sais. Yelin Swan a essuyé ses larmes, en s'efforçant d'esquisser un sourire. J'ai juste vu quelque chose qui méritait de s'en réjouir. L'infirmière ne comprenait pas, mais elle l'a tout de même consolée. Vous devez rester positive. À un stade précoce, le taux de guérison est très élevé. Quand vous irez un peu mieux, on commencera la chimiothérapie. Je renonce à la chimiothérapie. Yelin Swan l'a interrompu. L'infirmière en est restée stupéfaite. Qu'est-ce que j'ai dit? Je refuse la chimiothérapie, répète Yelin Swan, d'un ton calme. Je ferai l'opération, mais pas de chimiothérapie. Économisons cet argent pour dédommager les victimes de l'accident. Mais votre état, je connais les conséquences. Yelin Swan regarde par la fenêtre, la nuit est déjà tombée. Mais je dois payer mes dettes. L'infirmière veut ajouter quelque chose. Mais en voyant le regard déterminé de Yelin Swan, elle finit par soupirer. Elle finit de changer les médicaments en silence et s'en va. La chambre retombe dans le silence. Yelin Swan prend son téléphone, ouvre l'application de réservation de vol. Un vol pour San Francisco. Le premier part demain à 10 h du matin. Elle clique sur acheter, tape son mot de passe, et quand apparaît la confirmation de paiement. Elle se rappelle soudain cette époque, il y a des années, où Hawkinsi avait reçu sa première prime de projet. Et, tout excité, l'avait invité à voyager.
À l'époque, elle lui avait répondu « Qu'est-ce qu'il y a d'amusant à rester dans le pays ?» Il avait souri et dit d'accord. Puis avait passé 3 mois à économiser comme un fou, pour réserver des billets pour les Maldives. Et puis il y a eu une urgence soudaine à l'entreprise. Et elle a annulé le voyage. Il n'a rien dit, il a juste annulé les billets en silence, en assumant toutes les pertes. À ce moment-là, elle trouvait ça tout à fait normal. Les affaires sont plus importantes que de s'amuser. Maintenant, elle comprend qu'elle n'a pas seulement perdu un voyage, mais un cœur, qu'il aimait sans réserve. Le téléphone glisse de sa main et tombe sur le lit. Et Yelin Swan se recroqueville, enfouissant son visage dans l'oreiller. Cette fois, elle ne pleure pas, à voix haute. Elle tremble juste en silence, en attendant l'aube. Le matin à San Francisco est couvert de brouillard. Et Yelin Swan traîne une petite valise en sortant de l'aéroport. Et le vent froid la fait tousser sans pouvoir s'en empêcher. La douleur à l'estomac est maintenant constante. D'un geste habile, elle sort des antidouleurs de son sac et les avale à sec. Elle prend un taxi et donne l'adresse de l'hôtel. Quand Yelin Swan entre dans le hall, son trench coat bon marché et son air hagard contrastent fortement avec l'ambiance chic et animée des lieux. « Excusez-moi, est-ce que Monsieur Geo Quincy est là ?» demande-t-elle en anglais à la réception. La réceptionniste sourit, poliment. Monsieur Geo séjourne bien ici, mais il a précisé qu'il ne recevait aucune visite sans rendez-vous préalable. Je suis ça. Yelin Swan hésite, le mot femme se bloque dans sa gorge, et se transforme finalement en ex-femme. J'ai une urgence à régler avec lui. Le regard de la réceptionniste trahit un éclair de surprise. Mais son professionnalisme lui fait garder un sourire parfait. Je suis désolé, nous ne pouvons pas divulguer d'informations sur nos clients. Vous pouvez essayer de contacter l'assistant de Monsieur Geo. Je l'ai déjà fait. Il refuse de me voir. La voix de Yelin Swan se fait suppliante. S'il vous plaît, dites-lui juste que Yelin Swan l'attend. J'attendrai le temps qu'il faudra. Elle patiente depuis l'aube. Cela fait déjà plus de 10 heures sans boire une goutte d'eau. Le malaise physique et le décalage horaire la font presque tituber. Elle ne peut que s'appuyer sur le comptoir en marbre de la réception. La réceptionniste hésite un instant, mais finit par décrocher le téléphone. 5 minutes plus tard, un homme asiatique en costume sombre sort de l'ascenseur. C'est l'assistant de Geo Quincy, que Yelin Swan a déjà vu lors de diffusion en direct. Directrice YE. Le ton de l'assistant est poli mais distant. Directrice YE, le directeur Geo est en réunion. Il n'aura pas le temps de vous voir aujourd'hui. Je peux attendre, insiste Yelin Swan. J'ai bien peur qu'attendre ne serve à rien. L'assistant réajuste ses lunettes. Le directeur Geo a été très clair, il ne vous recevra pas. De plus, il marque une pause. Cet après-midi, il s'envole pour New York pour la prochaine session d'enregistrement. Le cœur de Yelin Swan se serre, mais elle ne compte pas abandonner, alors, avant qu'il ne parte. J'ai juste besoin de 5 minutes. Directrice YE. Une voix glaciale s'élève par derrière. Yelin Swan tressaille et se retourne brusquement. Et aucun s'y se tient debout, pas très loin. Il porte un pull sombre, décontracté, et un pantalon, avec un dossier à la main. On dirait qu'il s'apprête à sortir. Il est beaucoup plus mince que dans ses souvenirs, mais son regard est perçant comme une torche. Il est aujourd'hui si calme et puissant que cela lui rappelle, instantanément, le jeune homme concentré dans le labo d'il y a 15 ans. Presque sans réfléchir, elle prononce ce nom, la voix brisée. Et Kinsey s'avance vers elle sans se presser. Il s'arrête face à elle et, avec calme, observe son visage pâle, son imperméable qui lui va mal, et ses mains légèrement tremblantes. « Vous voulez quelque chose ?» demande-t-il. D'un ton froid, comme s'il s'adressait à une parfaite inconnue. Yelin Swan ouvre la bouche. 1000 mots restent coincés dans sa gorge. Finalement, elle ne parvient à formuler qu'une seule phrase. L'entreprise. L'entreprise a besoin de toi. Ces victimes d'accidents ont besoin d'une solution. La version open source du 15. S10 sortira le mois prochain. Geo 15 l'a interrompu. N'importe quel fabricant peut l'utiliser gratuitement pour réparer et améliorer les systèmes existants. C'est tout ce que je peux faire. Mais le brevet, la technologie de base, n'a plus rien à voir avec YE. La voix de Geo Quincy était glaciale. Présidente YE. Je me souviens que vous aviez dit vous-même que l'entreprise vous appartenait, qu'elle n'avait rien à voir avec moi. Cette phrase a claqué comme une gifle en plein visage pour Yelin Swan. Elle se souvint de l'arrogance et de la désinvolture avec lesquelles elle avait affirmé ça. Elle se rappela l'éclair de douleur dans les yeux de Geo Quincy à ce moment-là. Je me suis trompée. Elle baissa la tête, les larmes embuant ses yeux. Quincy, je sais que j'ai eu tort, je n'aurais pas dû faire confiance à Zoéyan. Je n'aurais pas dû douter de toi. Je n'aurais pas dû traiter ainsi. Zixia. À la mention du nom de sa sœur, le regard de Geo 15 a finalement scié.
Mais ce mouvement n'avait rien de doux, c'était d'une froideur encore plus profonde. Ne parle pas de Zixia. Sa voix s'est assombrie, devenant plus rauque et contenue. Tu ne mérites même pas de prononcer son nom. Les larmes de Yelinswan ont fini par couler. Je suis désolé. Je sais vraiment que j'ai fait une erreur. S'il te plaît, donne-moi une chance de me rattraper, de tout réparer. Hawkins a esquissé un sourire, mais qui n'a pas atteint ses yeux. Te rattraper avec quoi? De l'argent? Président YE, combien d'argent te reste-t-il à présent? Ou alors avec ta... Son regard a parcouru la main aux 5 doigts. Avec ta vie qui touche à sa fin? Gélison a blêmi. Elle a compris qu'il savait, qu'il était même au courant pour son cancer. Gélison a fait un pas en avant. Si près qu'elle pouvait sentir le parfum frais de pain qui émanait de lui. C'était une odeur inconnue. Le parfum aux herbes qu'elle avait l'habitude de lui offrir. Ce léger arôme végétal. Il n'en restait plus aucune trace aujourd'hui. Écoute-moi bien. Je ne te hais pas. Haïr quelqu'un demande beaucoup trop d'énergie. Et tu n'en vaux pas la peine. Sa voix était calme, mais chaque mot était un coup de poignard. C'est juste que je m'en fiche royalement désormais. Que tu vives ou que tu meurs, que tu sois riche ou ruiné. Ça ne me regarde absolument plus. Maintenant, s'il te plaît, pars. Pile à ce moment-là, la porte de l'ascenseur s'est rouverte. Sonny qui en est sortie, elle portait un manteau en cachemire bordeaux. Aujourd'hui, les cheveux détachés, le maquillage impeccable. Elle irradiait d'une beauté sereine. En voyant la scène dans le hall, elle a légèrement haussé un sourcil. Puis elle s'est approchée tout naturellement de Géo Quincey. Quincey, la voiture est prête. C'est vrai que le parfum de pain te va tellement mieux. Son ton était doux et familier. Et puis, elle s'est tournée vers Yelinswan, en affichant un sourire professionnel. Vous devez être la présidente YE. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Yelinswan a observé Soninji, qui prenait naturellement le bras de Je Quinzi. En voyant la complicité tacite entre deux, la douleur dans son estomac s'est brusquement intensifiée, la faisant presque vaciller. Mademoiselle Son, a-t-elle articulé avec difficulté. Appelez-moi un J. Son Inji a gardé son sourire intact. J'ai entendu dire que le groupe Y rencontre quelques difficultés en ce moment. Quel dommage. Mais notre groupe, Son, envisage de se lancer dans le domaine de l'intelligence de valeur. Si la présidente YE est intéressée par la vente des actifs de l'entreprise, nous pourrions discuter d'une acquisition. Une acquisition. Ces deux mots ont résonné comme une sentence finale, scellant la défaite totale de Yelinswan. Elle a regardé Hawkins. Il n'a montré aucune réaction, trouvant les paroles de Soninji tout à fait normales. Il s'avère que dans son cœur, elle n'était même plus considérée comme une rivale, juste une cible à racheter. Un problème qu'il fallait régler. Yelinswan a voulu dire quelque chose, mais a découvert qu'elle n'avait plus rien à ajouter. Et aucun s'y a jeté un œil à sa montre. Nous devons y aller. Présidente YE, faites comme bon vous semble. Il a tourné les talons et s'est dirigé vers la porte. Tambour, aux côtés de Soninji. Soninji a jeté un dernier regard en arrière vers Yelinswan. Dans ce regard, il y avait de la pitié, de l'évaluation. Mais aucune rancœur. Tout simplement parce qu'elle ne représentait aucune menace. La porte tambour a tourné. Et leurs deux silhouettes ont disparu sous le soleil de San Francisco. Et Yelinswan est resté figé, immobile pendant un long moment. La réceptionniste a demandé prudemment, « Madame, vous avez besoin d'aide ?» Yelinswan a secoué la tête. Traînant sa valise, elle a marché, pas à pas, vers l'entrée. En sortant de l'hôtel, le soleil était aveuglant. Elle a plissé les yeux, observant la foule grouillante dans la rue. Elle se souvint soudain d'une phrase que Hawkins lui avait dite un jour. Yelinswan, peu importe jusqu'où je vais, je me souviendrai toujours du chemin de la maison. À l'époque, elle s'était moquée de lui, le trouvant trop fleur bleue. Elle comprenait maintenant que certains chemins, une fois pris dans la mauvaise direction, ne permettent plus de faire demi-tour. Le téléphone vibre. C'est un appel transatlantique de son avocat en Chine. Mademoiselle YE, nous avons déjà enquêté sur le transfert d'actifs de vos parents. Ils ont utilisé votre nom comme garantie pour contracter des prêts auprès de 3 banques pour un total de 80 millions. Ils ont maintenant quitté le pays et on ignore où ils se trouvent. Les banques exigent que vous régliez la dette d'ici une semaine. Sinon, elles demanderont le gel de tous vos actifs restants. Yelinswan raccroche le téléphone. Elle lève les yeux vers le ciel. Le ciel de San Francisco est très bleu, si bleu que ça fait mal. Soudain, elle éclate de rire, elle rit jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. Une famille détruite. Trahie par tout le monde, malade en phase terminale et insomniaque. Ah. Yelinswan, c'est bien la fin. Que tu t'es toi-même forgé. Dans l'avion du retour pour Hangshen, Yelinswan a vomi 3 fois. L'hôtesse de l'air lui demande avec inquiétude si elle a besoin d'aide. Elle se contente de faire non de la tête. Elle se rince la bouche à l'eau glacée et continue de boire.
L'effet de l'antidouleur est en train de s'estomper. La douleur dans son ventre est comme une main qui lui tord les entrailles. Chaque respiration lui cause une brûlure aiguë. Mais la douleur physique n'est rien face au vide immense dans son cœur. L'avion atterrit à 3 heures du matin, heure de Jianshan. Yelin Swan n'a aucun bagage. Sa petite valise. Elle l'a oubliée dans le hall de l'hôtel à San Francisco. Elle n'a aucune envie d'aller la chercher. Elle sort de l'aéroport les mains vides. Elle prend un taxi et donne l'adresse de la maison de ses parents. Elle veut leur demander, face à face. Pourquoi même ses propres parents l'ont-ils trahi? La voiture avance dans les rues silencieuses. Les lampadaires projettent des halos de lumière jaunâtre. Yelin Swan regarde ces paysages familiers. Elle se souvient, il y a des années. Son père la tenait par la main dans cette même rue, en lui promettant la plus belle des robes. Sa mère préparait à manger, et l'odeur embaumait toute la maison. Cette chaleur d'autrefois. Est-ce que tout ça n'était qu'un mensonge? Ou bien, face au profit, les liens du sang ne valent plus rien? La voiture s'arrête devant l'entrée du vieux quartier. C'est la vieille maison familiale. Quand Yelin Swan a commencé à bien gagner sa vie, elle a proposé plusieurs fois de leur acheter une plus grande maison. Mais ils répondaient qu'ils avaient leurs habitudes, et qu'ils ne voulaient pas déménager. Maintenant qu'elle y repense, peut-être qu'ils voulaient juste lui cacher qu'ils avaient déjà hypothéqué cette maison. Ils avaient échangé son amour de fille contre de l'argent. L'ascenseur est en panne et Yelin Swan ne peut monter que par les escaliers. 6 étages. Elle met 20 minutes entières, et s'arrête 3 fois pour souffler. Chaque souffle haletant lui ramène un goût de sang dans la bouche. Enfin arrivée devant la porte de chez elle, elle s'aperçoit qu'elle est entr'ouverte. Elle la pousse. La scène la laisse pétrifiée. Le salon. Essence dessus-dessous. Les meubles ont disparu. La photo de famille accrochée au mur est déchirée. Jetée par terre. Même les rideaux ont été arrachés. Il y a des traces d'objets lourds traînés sur le sol. La poussière flotte dans la pénombre. Ça n'a pas l'air d'un déménagement, mais plutôt d'une fuite. La voix de Yelin Swan résonne dans la pièce vide. Personne ne répond. Nous avons pris l'argent. Ne nous cherche pas. Prends bien soin de toi. À côté du mot, il y a un titre de propriété et un acte notarié. La maison a été mise au nom de son père. Il y a 6 mois. Et c'est elle qui avait signé comme donatrice. Yelin Swan se souvient de ce jour-là. Son père lui avait apporté une pile de documents à signer, en lui disant que c'était des papiers pour sa retraite. Elle a signé sans même les regarder, parce que c'étaient ses parents, ceux en qui elle avait le plus confiance. Mais il s'avère que la confiance est faite pour être trahie. Lentement, elle s'accroupit et ramasse la photo de famille, déchirée en morceaux par terre. Sur la photo, à 10 ans, elle sourit comme une fleur. Ses parents l'enlacent de chaque côté. Ils ont l'air d'une famille si heureuse. Des larmes tombent sur la photo, brouillant ses faux sourires. À ce moment-là, le téléphone sonne. C'est la banque? Madame Y.E. Les 3 prêts à votre nom sont arrivés à échéance. Selon le contrat, notre banque va demander le gel de tous vos comptes et lancer la procédure de saisie de vos biens. Veuillez vous présenter à l'agence sous 24 heures. Dans le cas contraire, nous engagerons des poursuites judiciaires. Yelin Swan raccroche, un autre message arrive. C'est un avis de recouvrement du syndic. Les charges de l'appartement à son nom sont impayées depuis 3 mois. Peu de temps après, Internet s'enflamme avec une nouvelle choc. À 10h tapantes du matin, un compte anonyme sous le nom de Bancon. Mais cette fois-ci, l'angle est différent. C'est une autre caméra de surveillance, cachée dans un coin, qui a filmé la vidéo dans son intégralité. Sur les images, on voit Zouyan marcher vers le pupitre de commande. Elle regarde autour d'elle, et après s'être assurée qu'il n'y a personne, l'expression habituelle de vulnérabilité sur son visage disparaît, pour laisser place à une cruauté presque sadique. Elle tend la main, non pas pour frôler le levier par accident, mais pour le pousser vers le bas, avec force et sans hésiter. La corde glisse à toute vitesse. Des cris déchirants retentissent sous le décor. Zouyan regarde la fille tomber dans la piscine remplie de piment. Un sourire s'esquisse au coin de ses lèvres. Elle se penche même en avant pour observer la silhouette qui se débat dans la piscine, jusqu'à ce qu'elle cesse de bouger. Alors qu'elle se retourne pour partir, la vidéo n'est pas encore terminée. Deuxième scène. 10 minutes après l'accident, Zouyan a retrouvé un homme portant une casquette dans une ruelle à l'extérieur de Xiangan. Tout est réglé, a demandé l'homme. J'ai déjà effacé les vidéos de surveillance. Je n'ai laissé que celle avec Yelin Swan. Elle n'osera jamais s'en servir comme preuve. La voix de Zouyan était parfaitement reconnaissable. Cette femme est d'une naïveté. Elle a beau être la patronne, elle est d'une bêtise affligeante. L'homme s'est mis à rire. Mon frère, Anne, tu es incroyable. Mais cette pauvre fille est vraiment morte de façon tragique. Ça va me donner des cauchemars la nuit. Des cauchemars? Pense plutôt au paquet de fric qu'on va empocher. Ça vaut bien quelques mauvais rêves. Troisième scène,
La vidéosurveillance de la supérette. Une image claire de Zouyan, en train d'acheter de la poudre de mangue. La date correspondait exactement au jour où Eokinsi a été forcé d'avaler cet allergène. Tout concordait parfaitement. Le tout dernier élément était une capture d'écran d'une conversation par message entre Zouyan et son complice. Ils y planifiaient en détail comment piéger Eokinsi, comment gagner la confiance de Yelin Swan et comment siphonner pas à pas le groupe YE. Dans la conversation, une phrase était surlignée en rouge: Yelin Swan est tellement aveuglée par l'amour. Je n'ai qu'à jouer les victimes. Elle gobe absolument tout. Quand elle ne me servira plus, je la balancerai. 10 minutes après la publication de la vidéo, le nombre de partages a dépassé le million. 1 heure plus tard, Zouyan meurtre prémédité est devenu viral. C'est devenu la tendance numéro 1, suivi d'un engouement explosif. 2 heures plus tard, la police de Xiangshan a publié un communiqué. Des mesures coercitives pénales ont été prises à l'encontre du suspect, Zhu, conformément à la loi. L'affaire est en cours d'investigation supplémentaire. Tout Internet était en ébullition. Les médias qui encensaient autrefois Zhu comme un enfant prodige et un modèle de réussite. Ils ont commencé à déterrer son sombre passé. Fraudes académiques, violences scolaires au collège. Et même des plaintes pour vol de quand il était mineur. Et tous ceux qui avaient osé remettre Eokinsi en question, en le traitant de parfait incompétent, et en l'accusant de briser la jeunesse. Toutes ces déclarations ont été exhumées et tournées en ridicule. D'innombrables personnes se sont ruées sur les réseaux sociaux de Eokinsi. Dans les commentaires, même si elle n'avait rien publié depuis 6 mois, le téléphone de Yelin Swan a explosé. Des journalistes, des investisseurs, et même des inconnus en mal de potin. Tous voulaient lui arracher des informations en exclusivité. Elle a éteint son téléphone et l'a débranché. Ce n'est qu'à ce moment-là que le monde a retrouvé son calme. Elle s'est assise dans le petit appartement qu'elle louait. Elle l'avait payé avec ses tout derniers billets. Elle ne pourrait y survivre qu'un seul mois. Dans la pièce, il n'y avait qu'un lit, une chaise, une armoire. Toute basique. Et des taches sur les murs, laissées par le locataire précédent. La vidéo tournait en boucle sur l'écran de l'ordinateur. À chaque fois qu'elle voyait Zouyan, des images de sa manipulation lui revenaient en pleine face. Son estomac se nouait d'un coup. À chaque fois qu'elle entendait cette phrase. Yelin Swan, cette fille si naïve. Elle ne pouvait s'empêcher de trembler. La vérité était donc aussi brutale et cruelle. Elle avait donc vraiment été la reine des idiotes. Dehors, par la fenêtre, des sirènes de police ont retenti, se rapprochant depuis le lointain. Yelin Swan s'est avancée vers la fenêtre. Elle a vu plusieurs voitures de police garées en bas. Les journalistes étaient là, avec leurs gros objectifs et leurs micros, braqués sur l'entrée du bâtiment. Ils étaient là. Elle savait qu'ils allaient venir. Et Yelin Swan ne s'est pas cachée. Elle a mis une chemise propre, s'est brossé les cheveux, et a même mis une touche de rouge à lèvres. Cette pointe de rouge sur son visage pâle ressemblait à du sang. C'était aussi ce qui lui restait de dignité. Des coups ont résonné contre la porte. Elle a pris une profonde inspiration, et est allée ouvrir. Dehors, il y avait 2 policiers, et un groupe de journalistes entassés dans le couloir. Madame Yelin Swan. Le policier en chef a montré sa plaque. Dans le cadre de l'affaire de Zouyan, suspecté de meurtre avec préméditation et de fraude commerciale, nous avons besoin de votre coopération pour l'enquête. Veuillez nous suivre. Les flashs crépitaient frénétiquement. Les questions fusaient comme une marée. Président YE, qu'avez-vous à répondre au contenu de la vidéo? Connaissiez-vous déjà le vrai visage de Zhao Yan? Allez-vous vous excuser pour avoir couvert un assassin? Yelin Swan n'a pas dit un mot. Je vous suis. En passant la porte du bâtiment, un œuf a soudainement volé depuis la foule, et a percuté son épaule. Le jaune et le blanc ont coulé sur sa chemise. Poisseux et répugnant. Complice d'un meurtrier. A hurlé quelqu'un. Crève. D'autres insultes et objets ont volé. Les policiers l'ont protégé tout en marchant rapidement vers la voiture de patrouille. Mais ces mots me perçaient encore les oreilles. À cause d'un gigolo, tu as causé la mort de ta belle-sœur. Quelle ordure! Son entreprise devrait faire faillite. Elle mérite d'avoir le cancer. Comment une femme pareille ose-t-elle vivre? La porte de la voiture de patrouille s'est refermée, isolant le tumulte extérieur. Et Yelin Swan s'est assise sur le siège arrière, regardant son propre reflet dans la vitre. Avec les cheveux en bataille, elle a souri amèrement. Quartier des détenus de haute sécurité de la 2e prison de Hansheng. Zouyan était recroquevillé dans un coin de la cellule, tremblant de tout son corps. Ça faisait 3 mois qu'il était là. Sors. Il avait tellement maigri qu'il était méconnaissable. Les yeux enfoncés, les pommettes saillantes. Il ne restait plus aucune trace du garçon raffiné d'autrefois. 0778, sors. Le gardien de prison a frappé à la porte en fer. Zouyan a levé la tête, terrorisé.
Pour aller où? Visite. Quelqu'un veut te voir. Une visite? Qui viendrait le voir? Ses parents avaient rompu tout lien avec lui dans le journal. Peu de temps après son incarcération. Ceux qui étaient autrefois ses amis avaient disparu les uns après les autres. Et Hélène Swann, cette femme stupide. Aujourd'hui, elle arrive à peine à sauver sa propre peau. Qui ça peut bien être? Avec des doutes et une faible lueur d'espoir, Zouyan fut conduit au parloir. La personne, assise de l'autre côté de la vitre, le laissa sans voix. C'était Hélène Swann. Elle était plus amaigrie que la dernière fois qu'il l'avait vue. Le visage blanc comme un linge, mais le regard serein, avec même une pointe d'humilité. Grande sœur. Zouyan prononça instinctivement ce nom, et plaqua sa main contre la vitre. Grande sœur, tu es venue me sauver, pas vrai? Je sais que j'ai fait une erreur. Je le sais vraiment. Hélène Swann l'observa en silence jouer la comédie, sans prononcer un seul mot. Cette vidéo est fausse. Quelqu'un essaie de me piéger. Zouyan s'emportait de plus en plus. Grande sœur, crois-moi. Je suis innocent. Tu as tellement de pouvoir. Tu as sûrement un moyen de me sortir de là. Zouyan? Hélène Swann prit enfin la parole d'une voix très douce, mais qui le fit taire dans la seconde. Elle regarda ce visage, déformé par l'angoisse de l'autre côté de la vitre, et soudain, il lui parut être un parfait inconnu. C'était donc pour lui qu'elle avait risqué sa vie pour le protéger? C'était pour lui qu'elle avait blessé tous ceux qu'il aimait vraiment? C'était tellement ridicule. J'ai vu la version intégrale des caméras de surveillance du bâtiment, dit Hélène Swann. On te voit très clairement en train de pousser. Le visage de Zouyan blêmit d'un coup. Et il y a aussi l'historique de ton achat de poudre de mangue, ainsi que les captures d'écran de tes conversations avec tes complices, continua Hélène Swann. Les preuves sont accablantes. Que as-tu d'autre à dire pour ta défense? L'expression de Zouyan passa de la panique à la rancœur. Alors tu es venu ici pour te moquer de moi? Hélène Swann, n'oublie pas. Tu es ma complice, toi aussi. Si tu ne m'avais pas couvert, comment aurais-je pu rester en cavale aussi longtemps? Tu as raison, acquiesça Hélène Swann. C'est pour cela que je purgerai ma peine, moi aussi. Mais ton châtiment à toi ne fait que commencer. Elle se leva pour partir. Attends. Zouyan frappa la vitre. Hélène Swann, tu ne peux pas me faire ça. Je t'aime tellement. Tout ce que j'ai fait, c'était pour être avec toi. Hélène Swann se retourna, avec un léger sourire sarcastique au coin des lèvres. Zouyan, ne t'inquiète pas. Il y a beaucoup de monde en prison qui t'aimera, et qui prendra bien soin de toi. Le sens caché de ces mots glaça Zouyan jusqu'aux os. Il voulut ajouter quelque chose, mais Hélène Swann s'était déjà retournée et était partie, sans un regard en arrière. Le temps de visite prit fin, et Zouyan fut raccompagné vers son bloc. En passant par la cour de promenade, plusieurs détenus le regardèrent avec de mauvaises intentions, échangeant des regards complices. Le nouveau beau gosse à la peau douce et délicate. Un homme avec une cicatrice sur le visage se lécha les lèvres. Zouyan baissa la tête et accéléra le pas. Mais ce qui devait arriver, arriva. Cette nuit-là, alors que Zouyan prenait sa douche, quelqu'un lui plaqua la main sur la bouche par derrière, et le traîna dans une cabine. Ils étaient trois, tous. Des criminels endurcis du même bloc, avec des regards féroces. J'ai entendu dire qu'avant, t'étais un petit-fils de riche. Le balafré lui agrippa violemment le menton. C'est vrai que t'es pas mal foutu. Lâchez-moi. Zouyan se débattit, mais la différence de force était écrasante. Te lâcher, ricana un autre détenu. Une fois que t'es ici, tu dois suivre les règles de la maison. La règle, c'est que ceux qui ont une jolie petite gueule doivent servir les chefs. Zouyan écarquilla les yeux, terrifié. Non, je vous en prie. Sa résistance ne lui valut qu'une pluie de coups de poing et de pied. La douleur aiguë d'une côte brisée, le goût du sang dans la bouche, et ses mains sales, qui parcouraient son corps. Ses cris furent étouffés par le bruit de l'eau. Quand ils eurent terminé, Zouyan, comme un vulgaire chiffon déchiré, fut jeté sur le sol humide. Son corps était couvert de bleu, avec une douleur fulgurante quelque part. Il avait la bouche pleine de sang. Le balafré s'est accroupi et lui a donné quelques petites tapes sur la joue. Ça, c'est juste l'apéritif. À partir de maintenant, on va bien s'occuper de toi, tous les jours. Zouyan s'est recroquevillé, tremblant de façon incontrôlable. Et ce n'était que le début. Les jours suivants, il est devenu un objet à l'usage public de toute l'aile de la prison. La journée, on l'obligeait à faire les corvées les plus sales et les plus épuisantes, et la nuit, on le traînait pour satisfaire différentes personnes. Résister ne faisait qu'attirer des tortures encore plus cruelles. Implorer la pitié ne faisait qu'exciter davantage ses bourreaux.
1 mois plus tard, son visage a été brûlé à l'eau bouillante, lui laissant des cicatrices permanentes. 2 mois plus tard, sa main droite a été piétinée jusqu'à se briser. Et après avoir été soigné à la va-vite par le médecin de la prison, il n'a plus jamais pu déplier ses doigts. 3 mois plus tard, alors qu'il travaillait, il a fait une chute accidentelle dans les escaliers et s'est fracturé les 2 jambes. Chaque accident était calculé pour le laisser en vie, mais en le faisant souffrir pire que la mort. Zhu-Yan savait très bien qui avait orchestré tout ça. Dans le parloir, ce regard faussement humble de Ye Lingxuan. Cette phrase « On va bien s'occuper de toi », ce n'était pas une menace, mais un avertissement. Il utilisait sa propre méthode. Il lui avait taillé un enfer sur mesure. Et il n'avait même plus le droit de mourir. À chaque fois qu'il tentait de se suicider, on le découvrait à temps. On le sauvait, pour ensuite lui infliger un châtiment encore plus cruel. « Tu veux mourir ?» La lame du couteau pressée contre son visage. Mademoiselle Y a dit « Que tu dois vivre, vivre pour souffrir. » Mademoiselle Y. Zhu-Yan, gisant sur le sol en béton glacial, fixe les lumières vacillantes du plafond. Et soudain, il se met à rire comme un fou. Il rit, tandis que ses larmes se mêlent à son sang et coulent sur son visage. Il a enfin compris. Ye Lingxuan n'est pas idiote. Dans le passé, il lui avait aussi donné toute sa tendresse. Et c'est lui-même qui l'avait poussé à bout. Cette année, la fondation Euxia a financé la construction, ouverte gratuitement à tous les enfants. Le nom du musée vient de la phrase préférée de Euxia, de son vivant. Chaque enfant est une étoile tombée sur Terre. Lors de la cérémonie d'inauguration, Euquincy, en tant que président de la fondation, a prononcé un discours. Il est sur scène, bien plus calme et serein qu'il y a 5 ans. Son costume sombre est parfaitement taillé. Son regard est doux, mais plein de conviction. La cicatrice sur son front a presque disparu. Il y a 5 ans, j'ai perdu ma sœur. Sa voix résonne dans toute la salle à travers les haut-parleurs. Calme, mais chargé d'une tendresse infinie. Mais son rêve n'a pas disparu. Il espère que chaque enfant puisse découvrir l'art. Que tous puissent avoir une enfance illuminée par la lumière. Aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. Des applaudissements à tout rompre éclatent dans le public. Parmi les invités, on compte des représentants du gouvernement, des entrepreneurs, des artistes, et beaucoup de familles ordinaires avec leurs enfants. Le regard de George Kinsey parcourt la foule et s'arrête dans un coin. Là-bas, se trouvent Soning et sa fille de 4 ans, Noan. La petite fille, vêtue d'une robe rose et coiffée de 2 couettes, montre du doigt avec beaucoup d'excitation les décorations en forme d'étoiles à l'intérieur du musée. Son regard s'adoucit. Il termine son discours. « Papa !» Euquincy descend de la scène. Nuan se jette immédiatement dans ses bras. « Papa, regarde, l'étoile brille. » Euquincy soulève sa fille et l'embrasse tendrement sur la joue. « Nun, ça te plaît ?»« Oui, j'adore. » Nun passe ses bras autour de son cou. « Papa, pourquoi ça s'appelle Sixi, ici ?» Cette question fit immédiatement tomber. Un lourd silence tout autour d'eux. Beaucoup de ceux qui connaissaient l'histoire échangèrent des regards, dans l'attente de la réponse de Euquincy. Georgie garda le silence pendant quelques secondes, puis murmura doucement, pour se souvenir d'un ange. Il ne donna pas d'autres explications. Il prit sa fille dans ses bras, et se dirigea vers l'intérieur de la salle avec Soning Yi à ses côtés. Elle lui prit naturellement le bras, formant une famille de 3 sous le regard de tous. Ils avancèrent vers ce monde, étincelant d'étoiles. L'intérieur de la salle était conçu comme un rêve, avec des projections de lumière stellaire, coulant sous le sol en verre. Sur les murs, étaient accrochées des œuvres d'art d'enfants. Et dans le hall central, il y avait un piano à queue blanc, que tout le monde pouvait toucher librement. Nunin courut jusqu'au piano et appuya maladroitement sur quelques touches. « Papa, ce son est super joli. » Euquincy s'approcha et s'assit à côté de sa fille. « Papa va t'apprendre à jouer un morceau, d'accord ?»« D'accord. » Euquincy prit la petite main de sa fille et la guida pour appuyer sur une série de notes toutes simples. C'était Brille, brille, petite étoile. La toute première chanson que Zixia avait apprise au piano. Les notes étaient claires et résonnaient dans le grand hall. Soning resta sur le côté, observant son mari et sa fille, les yeux remplis de tendresse. Elle savait que dans le cœur de Euquincy, il y aurait toujours une petite place pour Zixia, et aussi pour se passer plein de cicatrices. Mais ça lui était égal, car c'était précisément ces épreuves qui avaient façonné l'homme, fort et doux qu'il était devenu, et qui lui avait aussi donné la chance d'entrer dans sa vie. En y, l'appela soudainement Euquincy. Soning Yi s'approcha. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Merci, » dit Euquincy en la regardant avec sincérité. « Merci d'être resté à mes côtés toutes ces années. » Soning Yi sourit, lui prit la main et dit « Petit idiot, nous sommes mari et femme. » Nunin leva les yeux pour regarder son papa, puis sa maman, et dit « Papa, maman, on pourra toujours rester ensemble ?»
Hawkins et Sonin Yi se regardèrent en souriant. Oui, répondirent-ils à l'unisson alors que la cérémonie se terminait. Et aucun a dit à Sonin Yi, monte dans la voiture, et ramène Noan Noan à la maison. Moi, je retourne d'abord à l'entreprise. J'ai une affaire à régler. Ne rentre pas trop tard, a-t-il ajouté. Sonin Yi l'a embrassé sur la joue. Noan Noan a dit, je veux que tu me racontes une histoire ce soir. Promis. En regardant la voiture s'éloigner, Georgina n'est pas retourné directement à l'entreprise. Il a demandé à son chauffeur de l'emmener au cimetière, à l'ouest de la ville. 5 ans. Chaque année, il y venait une fois, le jour de l'anniversaire de Zixia. Aujourd'hui n'était pas une date spéciale, mais il avait juste envie de venir la voir. Le cimetière était d'un calme absolu. À côté de la pierre tombale de Zixi, il y en avait une autre. C'était une nouvelle tombe. On aurait dit que personne n'y était venu depuis très longtemps. Elle était complètement à l'abandon, recouverte de mauvaises herbes. La stèle n'avait pas de nom. Georgina est restée figée un long moment. Finalement, il a séparé en deux le bouquet de chrysanthèmes blancs qu'il avait apporté, et l'a déposé devant la tombe d'à côté. Le vent s'est levé doucement, faisant virevolter les pétales des chrysanthèmes blancs. La lumière du soleil filtrait à travers le feuillage, projetant des ombres tachetées sur le sol. Il y a peu de temps, quelqu'un lui avait appris la nouvelle, Yélin. Swan était bel et bien morte. À ce moment-là, il était en pleine réunion. Après avoir raccroché le téléphone, il avait poursuivi les négociations pendant 2 heures. Il arrivait à peine à se souvenir de ce nom. Mais le soir, en rentrant chez lui, il s'était assis seul dans son bureau, le regard perdu par la fenêtre jusqu'à l'aube. De la haine? Il y en avait eu, oui, mais le temps avait tout effacé. La rancœur s'était dissipée, la douleur s'était engourdie. Il ne restait plus qu'une douce mélancolie, et une infime pointe de soulagement. Un soulagement d'être enfin libéré. Un soulagement, parce que toutes ces rancœurs s'étaient éteintes avec la mort. Ton grand frère est venu te voir. Il dit d'une voix douce. Le musée des parcours a ouvert aujourd'hui. Beaucoup d'enfants adorent ça. Ça te fait plaisir? Le vent souffla, comme une réponse. Puis, il regarda la pierre tombale sans nom, juste à côté. Sans aucune inscription, sans aucun mot. Il resta juste immobile un instant, avant de faire demi-tour et de s'en aller. En quittant le cimetière, le téléphone sonna. C'était une photo envoyée par Sonin Yi. Noan Noan dansait dans le salon, souriant comme un vrai petit soleil. Le message disait: Noan Noan a dit que son papa lui manque. Rentre vite à la maison. Kevin sourit et répondit: Je rentre ce soir. En s'installant dans la voiture, il regarda une dernière fois en direction du cimetière. Le soleil se couchait, baignant le ciel d'un chaleureux orange rougeâtre. Ces douleurs du passé, ces erreurs irréparables, ces personnes qu'il a aimées et détestées, tout ça est resté dans ce cimetière. Et lui, il rentrait à la maison, vers un foyer avec de la lumière, avec des rires, avec quelqu'un qui l'attendait. La voiture démarra et se dirigea vers le centre-ville animé. La nuit commençait à tomber. Les étoiles tombaient dans ses yeux, dans le rétroviseur. Le cimetière devenait de plus en plus petit, jusqu'à disparaître totalement de sa vue. Tout comme eux.